Donc on resitue ce cours-là, on est maintenant dans la deuxième partie sur le droit des créations industrielles. La première partie c'était le droit des signes distinctifs où il y avait essentiellement les marques et donc un petit peu les appellations d'origine, indications géographiques. Aujourd'hui donc le droit des créations industrielles, on a notamment le droit des brevets qui est le plus gros morceau et on verra un peu dans une autre vidéo le droit des dessins et modèles. Ils ont en commun ces droits des créations industrielles qu'il existe une création. Comme en droit d'auteur par exemple, il y a un acte de création. Un acte de création, ça veut dire qu'avant il y a le néant, ensuite il y a un acte positif, un acte de création qui fait qu'ensuite il existe quelque chose, il existe un bien. Donc on a l'homme qui fait sortir quelque chose du néant. Et l'idée, c'est que la propriété industrielle va venir donner un droit de propriété au créateur. Va venir. Alors pourquoi donner un droit de propriété? Dans les créations industrielles, il va venir récompenser le créateur pour avoir créé. On vient le récompenser pour avoir créé et donc pour avoir enrichi notre société. En droit d'auteur, comme vous avez pu le voir, eh bien, on n'est pas trop dans cette idée de récompense. On considère qu'en droit d'auteur un auteur a créé quelque chose, c'est lui-même qui l'a créé, ça lui appartient. Point final. Ça lui appartient, le droit de propriété n'est là que pour mettre en avant une évidence. C'est lui le propriétaire, c'est lui qui l'a créé, donc il a les droits patrimoniaux sur son œuvre et également les droits moraux. En création industrielle, c'est un petit peu différent puisqu'on on a notamment la liberté de la concurrence, la liberté du commerce et de l'industrie, et donc on ne veut pas trop des monopoles trop longs. Donc c'est pas simplement une reconnaissance d'un droit de propriété à l'inventeur ou au créateur, on est vraiment dans l'idée d'une récompense donnée au créateur. On le récompense, on lui donne un droit de propriété, mais qui est limité dans le temps. On le verra. Donc titre 1, les brevets d'invention. Donc le brevet d'invention, le brevet est un titre de propriété industrielle d'une durée de 20 ans qui va porter sur une invention. On va voir toutes les conditions vous verrez toutes les conditions pour breveter une invention. Ce qui est intéressant en introduction, c'est que c'est un droit de propriété industrielle qui suscite un certain nombre de contestations, de défiance d'une partie de la population, mais pour des raisons ou d'autres. J'ai donné quelques exemples en citant par exemple les brevets de médicaments qu'on peut rapprocher à la brevetabilité du vivant, en fait, où on a des industriels qui vont venir s'approprier les médicaments, qui vont venir s'approprier certains aspects du vivant, et donc empêcher de ce fait d'autres personnes d'y accéder. Typiquement, le problème des brevets de médicaments, dès lors que vous avez une entreprise qui va déposer un brevet pour une nouvelle molécule, dès lors qu'il y aura ce brevet, eh bien, pour accéder à ce médicament, il faudra payer. Or, les personnes qui n'ont pas les moyens de payer ce médicament n'auront pas accès à ce médicament et ne pourront pas se soigner. C'est vrai que nous, en France, on ne se rend pas forcément compte de cette problématique parce que on a la sécurité sociale et donc de toute façon, c'est presque inodore pour nous le prix du médicament. Mais dans les autres, donc dans le reste du monde, dans les autres systèmes de santé, où il y a vraiment le prix à payer, si vous n'avez pas les moyens financiers, vous ne pouvez pas accéder à tel médicament, en tout cas à tel médicament qui serait le plus efficace. On est obligé d'attendre les 20 ans que le médicament tombe dans le domaine public pour que des génériques puissent être produits. Donc même dans des pays, si on pense aux États-Unis, même des personnes pauvres n'auront pas accès aux médicaments, et ensuite dans tous les pays en développement, eux n'auront pas accès à certains médicaments. Donc, et tout ça à cause, en tout cas, du brevet, parce qu'il y a une appropriation et que les entreprises pharmaceutiques, eh bien, elles veulent conserver la propriété absolue et donc tirer le maximum de bénéfices de ces médicaments. Donc ça, je vous présente que la version négative, mais bien sûr, pourquoi est-ce qu'elles veulent tirer des bénéfices? Eh bien, c'est pouvoir également financer la recherche et le développement, puisque ça demande énormément de temps et énormément d'argent de développer une nouvelle molécule. Donc ça, c'est un des exemples de critiques qu'on peut laisser, qu'on peut voir. Un élément moi, que je trouvais aussi intéressant, c'était, alors là c'est beaucoup plus profond, en tout cas ça va avoir une autre vision du droit des brevets, c'est de se dire que dès lors que l'État va donner 20 ans, un droit de propriété de 20 ans à un industriel, pour le récompenser d'avoir enrichi la société, eh bien c'est-à-dire que l'État s'en remet aux entreprises privées pour
développer la société. Et donc ça veut dire qu'elle-même ne prend plus en charge la recherche publique, puisqu'elle dit de toute façon ce sont les entreprises privées qui vont faire ce développement, qui vont développer, enrichir notre société. Donc moi-même, moi État, je n'ai pas à le faire. Après c'est des débats politiques. Est-ce que c'est à l'État de financer? Est-ce que c'est à l'État d'être à la pointe de la recherche, ou est-ce qu'elle est là simplement pour encourager la recherche ou pour constater que les entreprises privées développent et inventent pour leur reconnaître un droit de propriété? Ça, c'est chacun a son opinion. Mais pour certains, voilà, c'est un désengagement de l'État de la recherche en s'en remettant uniquement aux entreprises privées, et donc l'État vient reconnaître le brevet pour encourager les entreprises à inventer, à innover. Premier chapitre sur les inventions brevetables. Là, vous verrez les différentes conditions. Alors, les trois conditions: la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. La nouveauté, une invention pour être brevetée doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas exister. Ensuite, il faut une activité inventive. Il ne faut pas que ça résulte du hasard. Une invention ne résulte pas du hasard. Il faut qu'il y ait vraiment un travail intellectuel qui est fait. Et enfin, il doit être susceptible d'application industrielle. Une invention n'est pas simplement là pour être jolie ou pour gagner un concours. Il faut vraiment qu'il y ait une application de l'invention qui soit possible. Je renvoie au support écrit. Ensuite, on a certaines exclusions de brevetabilité. On a dans certains domaines où on ne peut pas déposer de brevets. Alors, la première exclusion, c'est une simple découverte. Une simple découverte, ce n'est pas brevetable. Si on découvre une nouvelle plante, ce n'est pas brevetable, puisque c'est une découverte. Et encore, on oppose la création à la découverte. Quand on fait une découverte, il n'y a aucune activité créatrice. On découvre simplement ce qu'on ne voyait pas, mais c'était déjà là. Cette plante était déjà là, mais on ne le voyait pas. Là, il faut vraiment une activité inventive. On retrouve l'activité inventive, et il faut une invention et donc une création, et non pas une découverte. Ensuite, tout ce qui n'est pas brevetable, c'est assez compliqué, mais tout ce qui est lié au corps humain, ou à tout ce qui est lié au corps humain, au clonage, à l'utilisation des embryons, par principe c'est interdit, mais on a des petites possibilités d'utiliser des applications techniques d'une fonction d'un élément du corps humain. Typiquement, l'utilisation d'un gène n'est pas brevetable, mais si on arrive à déterminer que tel gène, si on l'utilise de telle façon dans telle application, eh bien on peut parvenir à soigner une maladie par exemple, eh bien tout ce processus pourra être brevetable. Voilà. Et ensuite, oui, je voulais insister quand même sur cette question de la brevetabilité du vivant, puisque c'est un sujet qui est assez complexe sur cette appropriation du vivant, parce que voilà, on a peur la société a peur des expérimentations assez choquantes sur typiquement le clonage. Aujourd'hui, on a des exclusions, mais avant, on n'avait pas d'exclusion sur le clonage. Donc on se dit, dès lors qu'il n'y a pas d'exclusion, on peut breveter, on peut inventer dans ces domaines. En réalité, non, puisqu'il y a une condition qui est générale. Il faut que l'invention ne porte pas atteinte à l'ordre public. Alors, l'ordre public et les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, on peut les mettre un peu de côté, mais une invention ne doit pas porter atteinte à l'ordre public. Alors, qu'est-ce que l'ordre public? Surtout, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'ordre public, ça va dépendre considérablement d'une société à une autre. De l'ordre public aujourd'hui en France, c'était pas l'ordre public en France d'il y a 50 ans, et c'est pas l'ordre public dans 50 ans. Donc là, on a une condition qui est très générale, mais qui est justement évolutive en fonction de la société. J'ai donné l'exemple, par exemple, des nanorobots, vous imaginez des tout petits robots de taille d'une cellule qui pourraient se promener dans notre corps, donc ça reste des robots, qui pourraient se promener dans nos corps pour nous soigner, pour prévenir des maladies. Aujourd'hui, ça pourrait être assez choquant de se dire qu'on a des robots qui seraient permanents dans notre corps, mais pour nous soigner, en prévention. Aujourd'hui, ça serait assez choquant. Et je pense que si on avait un tel brevet qui serait déposé aujourd'hui, il pourrait être considéré comme contraire à l'ordre public, mais à l'ordre public français. Dans 100 ans, je ne suis pas sûr que l'ordre public français soit au même niveau. Et surtout, si par exemple l'ordre public en Corée du Sud aujourd'hui, qui sont vraiment à la pointe de la technologie dans ces domaines-là, je pense qu'aujourd'hui, ils accepteraient le brevet. Tout est donc il y a cette condition d'ordre public, mais qui va dépendre d'une société, quel est l'état d'esprit d'une société. Donc on a cette condition qui est intéressante,
qui est évolutive en fonction des sociétés, mais elle existe. Ensuite, sur le chapitre 2, le dépôt du brevet, rien de particulier. Ce qui est intéressant, c'est simplement de remarquer que la majorité des inventions qui sont réalisées, ce sont des inventions qui sont faites par des salariés dans des entreprises. Et donc l'inventeur salarié, il a des droits. Notamment, donc, il y a les 3 catégories, invention de mission, hors mission et hors mission attribuable. Et donc cet inventeur salarié, il a le droit à une rémunération supplémentaire. Donc ça, c'est un point important parce que c'est très... Voilà, je pense que 90% des inventions, c'est des inventions de salariés. La procédure de dépôt, ensuite, une fois qu'on a notre invention, on va la déposer à l'INPI. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on va la déposer à l'INPI, voilà, on doit décrire précisément l'invention. L'idée, c'est qu'un homme du métier doit être capable de reproduire l'invention. C'est important parce qu'il faut se dire, dans 20 ans, quand l'invention va retomber dans le domaine public, tout le monde pourra l'utiliser. Donc il faut que tout le monde puisse être en capacité de reproduire l'invention avec la description qui aura été faite au moment du dépôt. Donc on a cette description qui doit être faite et qui est importante. Voilà, et après il y a tout le travail de l'INPI que j'ai expliqué. Voilà. Et pour finir sur ce chapitre, le certificat d'utilité qui est une sorte de petit brevet. C'est important parce que le certificat d'utilité est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il a été remis au goût du jour depuis l'année dernière. Tout ça parce que le président de la République avait été aux États-Unis et puis s'est rendu compte que c'était quand même très intéressant parce qu'on a un brevet, un petit brevet, mais qui n'est pas très cher.